Bienvenue à tous pour Présidentielle 2017, le retour de l'émission politique d'H-Vision Production. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle et parole de fans de politique française, nous n'avons jamais vu une élection présidentielle de la sorte. Tout avait pourtant bien commencé, les dés étaient jetés, Alain Juppé et François Hollande devaient être les candidats de la droite et de la gauche, mais comme aux États-Unis, les sondages, ô maudits sondages, se sont trompés et ont vu François Fillon, Benoît Hamon ou Emmanuel Macron sortir du lot et se retrouver dans la course avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres. La suite, on ne va pas pour la énième fois vous la raconter, Emmanuel Macron a fait une ascension fulgurante, on a davantage parlé de Pénélope Fillon que de François, Monsieur Bayrou a choisi l'Alliance et Marine Le Pen est toujours donnée au second tour dans les enquêtes d'opinion. Mais si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour tenter de répondre aux questions qui ne sont pas posées dans les médias traditionnels. C'est pourquoi cette émission sera divisée en 3 vidéos. Ne manquez pas notre deuxième partie, nous parlerons de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, et nous nous demanderons si avoir 2 candidats à gauche et proches idéologiquement est indispensable dans cette présidentielle. Et puis la 3e vidéo sera consacrée aux 2 favoris de cette élection, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec cette question de débat, lequel des deux est le plus populiste? Ce sera juste avant notre bonus concernant les petits candidats. Vaste programme donc, mais nous commençons tout d'abord avec le cas de François Fillon, et ce en compagnie de nos 2 intervenants, Joévine Beyakou et Maxime Farsetti. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julien. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et nous commençons donc en parlant de François Fillon. Au moment de la tempête médiatique et judiciaire qu'il a dû gérer, François Fillon a été lâché par une bonne part de ses soutiens, tels que Bruno Le Maire, l'UDI, et même son cercle le plus rapproché comme Patrick Stefanini, son directeur de campagne, ou bien encore Gérard Larcher, Bernard Accoyer, avant que certains ne reviennent vers lui. Ce qui m'amène à poser cette question, qu'il gagne ou non cette élection, François Fillon est-il toujours le candidat de la droite et qui plus est le chef de la droite, Maxime ? Effectivement Julien, François Fillon reste le chef de la droite, qui plus est le chef légitime, grâce à la primaire de novembre 2016, avec un taux de participation de 4 millions d'électeurs, primaire ouverte, je le rappelle, donc pas uniquement sur les électeurs de droite, il y a eu des électeurs de gauche, du centre, d'extrême gauche et parfois même d'extrême droite. Et puis on peut rajouter que François Fillon a mis à la tête du parti ses fidèles collaborateurs, Gérard Larcher, Bernard Accoyer et aussi Bruno Retailleau, que nous voyons souvent devant les médias. Et à cela, ajoutez aussi que les derniers sondages montrent que François Fillon a une base d'électeurs solide, une base militante, catholique, forte, notamment à travers le dernier sondage effectué par l'organisation Ipsos Pora Steria pour l'opinion le 3 avril 2017, où François Fillon est à la 3e place à 17,5%. 17,5% qui est pour moi sous-coté pour François Fillon, tout simplement parce que la base électorale de droite n'est pas à 17%, elle est au-dessus des 20%. On l'a vu en 2012 avec Nicolas Sarkozy, ça tourne aux alentours de 23-24%. Jamais en dessous, jamais au-dessus. Une base électorale sous-cotée donc. Oui, effectivement. Joévine, vous êtes d'accord avec ça sur la base électorale qui serait sous-cotée par rapport aux autres élections justement? Alors non Julien, je ne suis pas véritablement d'accord avec Maxime sur ce point-là, puisque certes, nous n'avons jamais vu une base électorale de droite aussi faible à 17-17,5%, mais je tiens à préciser que jamais un candidat de la droite n'a été confronté à autant d'affaires en cours et aussi importantes pendant une campagne. Donc cela peut peut-être expliquer l'effritement de la base des militants de droite. Je vous rappellerai que Nicolas Sarkozy, en 2012, avait des affaires lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs un des arguments qu'avait utilisé son opposant François Hollande, qui était de vouloir se représenter pour éviter d'avoir affaire face aux mises en examen et aux différentes plaidoiries judiciaires qu'il avait droit. Certes, Nicolas Sarkozy avait des affaires, mais il en avait moins que François Fillon, et surtout, c'était principalement des affaires de financement de campagne, alors que pour François Fillon, on touche à de l'enrichissement personnel. Et dans un climat d'antiparlementarisme très fort, c'est quelque chose qui est très négativement connoté auprès de l'opinion, et c'est ce qui peut pour moi expliquer un score aussi faible de François Fillon dans les enquêtes d'opinion, sans qu'il ne soit nécessairement sous-coté. Alors justement, en parlant, puisque vous parlez des affaires, j'aurais vu des affaires de François Fillon, puisque c'est de lui dont on parle aujourd'hui, est-ce que François Fillon, après les affaires qu'il a subies, a encore des soutiens à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, des vrais soutiens? Alors, oui et non.
oui, François Fillon dispose encore de soutien car il est encore le candidat de la droite, il est le seul candidat à occuper l'espace politique compris entre Emmanuel Macron plus au centre et une droite plus dure, plus souverainiste incarnée par Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Donc il a des soutiens encore très vifs de son noyau dur, Gérard Larcher, Bruno Retailleau comme l'a évoqué Maxime tout à l'heure, et quelques soutiens, je dirais plus de façade, des autres factions des Républicains, le clan sarkozyste avec Laurent Wauquiez, Bruno Le Maire, Christian Estrosi qui flanche un peu dans son soutien, mais voilà, c'est un soutien plus de façade, un soutien plus fluctuant. François Fillon a réussi à ramener dans son giron les centristes qui s'étaient désistés quand les premières affaires ont commencé à éclater, notamment en leur laissant de très nombreuses investitures pour les législatives. Plus de 90 investitures ont été cédées à l'UDI pour les élections législatives du mois de juin. C'est bien plus que lors des législatives de 2012 ou de 2007. Donc François Fillon dispose encore de soutien, mais pour la plupart, ce sont des soutiens de façade arrachés par compromis. Mais alors si ce sont des soutiens de façade, qui va le soutenir au cas où, justement, il y aurait une défaite? Si François Fillon perd demain, qui restera auprès de lui? Ouais. Si François Fillon venait à perdre, et même pire, à être éliminé au premier tour, ces soutiens de façade que j'évoquais n'hésiteront pas à le lâcher extrêmement rapidement et à se tourner vers quelqu'un d'autre pour incarner l'avenir du parti, et ne resterait auprès de François Fillon que sa base militante catholique traditionnaliste incarné par Sens Commun, qui est l'émanation politique de la Manif pour tous. Voilà, c'est vraiment Sens Commun et les militants de droite traditionnaliste et catholique. Ce qui ne suffit pas. Voilà, ce qui ne suffit pas, évidemment. Est-ce que, justement, toujours en cas de défaite de François Fillon, dans les mois qui vont suivre, on peut imaginer tout simplement l'implosion du principal parti de droite en France, l'implosion des Républicains? Non, ça n'est pas de l'ordre du jour, notamment puisque même malgré s'il y a une défaite de François Fillon, le parti des Républicains prépare, en fin de compte, l'élection législative. On le voit dès maintenant, on prépare finalement l'élection législative plus que l'élection présidentielle. La droite est aujourd'hui le seul parti gouvernable et à gouverner, grâce à sa majorité, grâce à son front, on va dire, centre-droit, droite et droite forte. Et puis, il y a aussi, alors je renvoie à différentes enquêtes du Figaro en mars et en janvier d'ailleurs 2017, où ils expliquaient que ce serait aujourd'hui le seul parti qui aurait une légitimité gouvernementale, puisqu'on suppose que la droite, le parti des Républicains passerait en tant que parti gouvernable avec un Premier ministre. Et là encore, je renvoie à l'homme providentiel, celui qui remplacerait finalement François Fillon, ce serait François Baroin, le seul qui serait possible, qui a la possibilité en fait de rassembler à la fois le centre-droit, la droite et la droite forte, du côté on va dire des sarkozystes. C'est d'ailleurs Libération qui titrait Baroin est donc l'homme de tous les plans B. Aujourd'hui, le plan B risque peut-être potentiellement de devenir le plan A, une fois la défaite, s'il y a évidemment la défaite de François Fillon. Oui, d'ailleurs François Baroin qui a fini par devenir le ticket gagnant, François Baroin qui, on se rappelle, est à la base un proche de Nicolas Sarkozy. Oui, et là encore, Nicolas Sarkozy aurait un impact sur l'après-défaite, la possible défaite du Parti des Républicains au présidentiel, pour une seule raison. Parce que si, déjà, premièrement, il faut savoir que lors du Trocadéro, c'est Nicolas Sarkozy qui a envoyé François Baroin et Christian Jacob au Trocadéro soutenir François Fillon, et d'un autre côté, c'est lui qui a donné le mot d'ordre aux Républicains, à ses fidèles comme Christian Estrosi, à contrer François Fillon et à demander son éviction du parti. On se rend compte que Nicolas Sarkozy, finalement, tirerait toutes les ficelles derrière Baroin. Parce que si Baroin était choisi en tant que Premier ministre d'un futur gouvernement lors d'une coalition, Nicolas Sarkozy aurait non seulement un rôle à jouer, mais aussi un rôle prépondérant, puisqu'il serait, à mon avis, un conseiller fidèle à François Baroin, et même le premier. Alors là, sur ce point, Maxime, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. J'approuve ce que vous dites sur le futur rôle de François Baroin qui pourrait jouer comme chef de la majorité gouvernementale si la droite venait à remporter les législatives. Cependant, il me semble que vous accordez encore trop d'importance à Nicolas Sarkozy, qui pour moi va être véritablement décrédibilisé par son double échec à la présidentielle de 2012 et dès la primaire de 2016, où il a été, je le rappelle, éliminé dès le premier tour. Il n'a même pas réussi à accéder au second tour de cette primaire. Donc il n'a plus, comme il a eu à une époque, vraiment le soutien total de tous les militants de la droite. Et
certes, il peut avoir encore une influence auprès de François Baroin, comme conseiller, comme on l'a vu auprès de François Fillon dans la gestion de la crise qui découle de l'affaire Pénible, mais le présenter comme vous le faites, comme un grand Manitou qui contrôlerait toutes les factions des Républicains, me semble inapproprié. Je vous rappellerai que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui est allé au chevet de François Fillon lorsqu'il y avait une crise interne au parti. Je rappelle que c'est François Fillon qui s'est déplacé pour aller voir Nicolas Sarkozy afin de faire taire, en fait, les différentes discordes qu'il y a, comme Georges Fenech, qu'il y avait au sein de la famille politique. Et puis, je vous rappellerai aussi que les titres des journaux faisaient apparaître Nicolas Sarkozy comme une sorte de parrain, une sorte de mafia, on l'appelait Don Sarkozy. Alors malgré le fait que François Fillon tienne bon dans les moyennes d'enquête d'opinion et que son score reste honorable après une telle tempête, nous sommes quand même en droit de nous demander si, dans le cas où la droite ne passe pas le second tour, il y a un véritable coupable à tout cela. Donc nous avons fait une petite présentation pour trouver les potentiels coupables à ce qui serait un échec, en sachant qu'avant l'affaire Pénélope, François Fillon était vu comme accédant au second tour dans tous les cas de figure. Donc si François Fillon ne passe pas le premier tour, cela pourrait être la faute d'abord du mauvais travail de Nicolas Sarkozy dans l'opposition, ou bien de la primaire de la droite, qui à ce moment-là ne serait pas forcément le meilleur des systèmes pour choisir le candidat. On se souvient de la campagne très dure entre les militants d'Alain Juppé et ceux de François Fillon pendant l'entre-deux tours de la primaire. Ou bien, troisième possibilité, troisième coupable, entre guillemets, ce serait la communication de François Fillon qui serait un échec. Alors, Joëvine Beyakou, l'une de ces trois raisons que je viens de citer, vous semble-t-elle probable ? Sur le mauvais travail éventuellement de Nicolas Sarkozy dans l'opposition, alors non, cette hypothèse-là ne me convainc pas du tout, puisque Nicolas Sarkozy est revenu, Maxime nous l'a rappelé tout à l'heure, en 2014 et a transformé l'UMP en un nouveau parti, les Républicains, qu'il a mis en ordre de bataille pour la présidentielle de 2017, mais il ne faut pas oublier que quand il a repris la tête du parti, ce parti était en ruine. La guerre interne entre Jean-François Copé d'un côté et François Fillon de l'autre l'avait véritablement déchiré. François Fillon était même allé jusqu'à créer un groupe parlementaire dissident pour protester contre sa défaite dans laquelle il accusait Jean-François Copé d'avoir triché. Donc il n'y avait bien que Nicolas Sarkozy pour pouvoir remettre de l'ordre dans ce parti et surtout pouvoir s'assurer le soutien de l'ensemble des factions du parti. Donc non, je ne crois pas que le travail de Nicolas Sarkozy puisse être tenu pour responsable de la défaite, si défaite il y a, de François Fillon. Maxime, sur l'argument de la primaire. Alors non, la primaire s'est bien déroulée, ça a été un bon système, on l'a vu, il y a eu une très bonne organisation comparée au PS, qui a été un véritable échec. Nous avons eu aussi, il y a eu, je le rappelle, 4 millions d'électeurs, ce n'est pas rien. Et puis, le seul souci, si vous voulez, ce n'est pas le système en lui-même des primaires qui est négatif, c'est finalement, comme vous l'avez dit, l'entre-deux tours, avec Alain Juppé qui a sorti des arguments d'une bassesse qu'on ne peut qualifier, en essayant de savoir si François Fillon était pour ou contre l'avortement, pour éclairer un peu ses propos sur la sécurité sociale. Donc il y a énormément de choses qui ont été dites et qui font que le niveau de la primaire a baissé d'un coup. Mais ce n'est pas forcément le problème des primaires a priori et en priorité sur ce coup-là. Joëvine, vous vouliez réagir par rapport à l'argument de la primaire? Oui, parce que, évidemment, les attaques de l'entre-deux tours d'Alain Juppé et de son équipe contre François Fillon ont contribué à déstabiliser la campagne du candidat sarthois, je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas la faute, pour moi, d'Alain Juppé en particulier, c'est le système de la primaire qui veut cela. Puisque on organise une guerre interne à l'intérieur du parti, on force les candidats qui pourtant partagent plus ou moins les mêmes orientations idéologiques à caricaturer, à déformer, à attaquer le programme de celui ou de celle qu'ils vont soutenir à la présidentielle. Donc c'est un système qui pour moi est mauvais et ce n'est pas l'apanage d'Alain Juppé de faire ça. On l'a vu si on prend la primaire de la belle Alliance populaire, dans l'entre-deux tours, les premières attaques contre Benoît Hamon le présentant comme irréaliste et utopique venait de Manuel Valls et de son équipe. Et même si on élargit la perspective au système américain, qui est le système, je le rappelle, d'origine des primaires, les premières attaques les plus violentes contre Donald Trump, alors candidat, émanaient de ses concurrents républicains, bien avant que les démocrates ne s'en mêlent. Donc pour moi, c'est le système en lui-même qui est floué. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je rappelle qui a voulu
au sein du Parti des Républicains, cette primaire, ce sont à la fois Alain Juppé et François Fillon. Donc ça revient sur leurs épaules, encore une fois, et ce qui fait la défaillance, effectivement, de cette, on va dire, campagne présidentielle pour les Républicains. Je rajouterai aussi, et je rejoins ce que vous disiez sur les États-Unis, la France n'est pas un régime présidentiel. Combien de fois on va expliquer que la Ve République est un régime semi-présidentiel? Autrement dit, le poids du président de la République a autant d'influence que le poids du gouvernement et donc de l'Assemblée nationale. Lui n'est que garant des institutions. On n'est pas là non plus pour faire le système américain. On n'est pas là pour se retrouver avec un Donald Trump ou un Barack Obama à l'Élysée. Ça n'est pas la même fonction. Alors il ne faut pas oublier l'argument, notre troisième coupable, quelque part, c'est l'argument de la communication. On a bien vu, hein, la communication de François Fillon a été une catastrophe, surtout les 3 semaines qui ont suivi l'affaire Pénélope, dès que l'affaire est sortie dans le Canard enchaîné, les 3 semaines qui ont suivi, voilà, ça a été une catastrophe, on peut le dire, au niveau de la communication. Êtes-vous d'accord avec moi? Le fond a été extrêmement problématique, mais également la forme. L'équipe de François Fillon et le candidat lui-même ont mis beaucoup de temps à percevoir l'ampleur du scandale. Dans les premiers jours, François Fillon a même refusé de commenter le papier du Canard enchaîné, le balayant d'un revers de la main en le qualifiant d'une simple attaque machiste sans intérêt, sans réaliser qu'il s'agissait là du scandale de la présidentielle qui allait diviser dans les enquêtes d'opinion son score par quasiment 2. C'est une communication digne d'une série B. Ça me rappelle tout bonnement les Feux de l'amour. Regardez ce qui s'est passé avec le salon de l'agriculture. On nous annonçait un tonnerre. Tout le monde pensait que François Fillon allait se désister, se retirer. Et finalement, pour annoncer quoi? Rien, qu'il allait continuer. Donc finalement, c'est vraiment cette communication qui est pécheuse dans cette affaire-là. Voilà, restez avec nous. Dans un instant, nous allons parler d'une autre idylle, puisqu'on est dans les Feux de l'amour apparemment. Nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon dans la prochaine vidéo.